journal de midi. Paul-Bénédicte Bolou. Il est 12h, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de ce mercredi 10 septembre. Élection présidentielle 2025, le PPACI conteste le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo. Des irrégularités dénoncées hier mardi par son avocate lors d'une conférence de presse. La liste définitive des candidats suscite réactions et interrogations dans les rues d'Abidjan que vous suivrez dans ce journal. Et vous aurez également l'analyse du juriste Kevin Dizo, l'invité de la rédaction de ce mercredi. Renforcement des capacités, Save the Children et COICA unissent leurs efforts pour soutenir les acteurs locaux. Un atelier de formation axé sur la localisation et la mobilisation des ressources s'est tenu récemment à Abidjan. En page internationale, attaque meurtrière dans le Nord Kivu en RDC, au moins 72 morts, maisons incendiées, quartier encerclé par les rebelles AFD. La société civile exige justice après un avertissement ignoré. Et match Côte d'Ivoire-Gabon, le nul qui préserve l'espoir. Sport football, les éléphants décrochent un important point et maintiennent leur avance en tête du groupe F, se rapprochant ainsi de la qualification pour la Coupe du Monde 2026, voilà pour l'essentiel. Des sujets qui touchent à la vie démocratique de notre pays et nous commençons par une initiative du Conseil national des droits de l'homme. Hier mardi, le CNDH a tenu un forum sur des droits de l'homme et les élections, réunissant divers acteurs de la société civile en présence de la nouvelle représentante de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Un événement pour la mobilisation à la défense des droits fondamentaux en période électorale. Le compte-rendu de Mata Touré. À quelques semaines de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le Conseil national des droits de l'homme met les bouchées doubles auprès notamment des rois et chefs traditionnels, des guides religieux, des organisations de la société civile, les leaders communautaires, les forces de l'ordre et de sécurité, entre autres. Namizata Sangaré est la présidente du CNDH. Le CNDH, à travers cette activité, entend donner l'occasion d'échanger sur le rôle des acteurs étatiques, de la société civile, des jeunes ainsi que sur les défis et pistes de solutions de la participation politique des femmes pour les élections respectueuses des droits de l'homme. Le CNDH qui est accompagné dans ses activités de formation, entre autres, par le projet d'appui au respect des droits de l'homme dans les processus électoraux, le PARD, de 2025 à 2027, financé par l'Union européenne, dont Chiara Raffaele est la représentante. Ce projet d'appui au respect des droits de l'homme dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire est un des 13 projets financés par l'Union européenne dans le cadre du programme Élections. Doté de plus de 8 millions d'euros, ce qui correspond à 5,3 milliards de francs CFA, ce programme Élections a 4 priorités. La promotion de l'éducation civique, la promotion et protection des droits humains. Numéro 3, l'alerte précoce. Et numéro 4, l'appui aux institutions dans leur mandat en lien avec les élections. À noter que ce forum est suivi en ligne par les 36 représentants régionaux du CNDH qui devront décliner le même exercice d'ici 4 jours à travers tout le pays. Un appel à la paix et à la cohésion sociale s'est également fait entendre dans la région de Yamoussoukro à la suite de la publication de la liste électorale, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre. Le préfet de région de Yamoussoukro a tenu une réunion avec les forces vives du district. Il a rappelé l'importance de la tenue et de la retenue et de la sécurité pour préserver la paix. Le reportage d'Emiliao pour Radio de la Paix. Conscient que le rejet de certaines candidatures à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain par le Conseil constitutionnel pourrait provoquer mécontentement et tension, le préfet des régions et du département de Yamoussoukro, Koulibaly Gando, a décidé de rencontrer ses administrés pour les exhorter au calme et à la retenue. Dans une élection, il y a des moments forts et la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain est un de ces moments. Il y a eu des rejets de candidatures, il y a des candidatures qui ont été retenues et donc ceux qui auraient des raisons d'être mécontents après la publication de la liste, je les invite à garder leur calme, leur dignité parce que la vie continue. Dans cette démarche de sensibilisation, il a invité les leaders communautaires, les élus et les cadres à se joindre à lui, réaffirmant avec fermeté sa détermination à garantir la sécurité dans le district. Je suis chargé d'assurer
assurer la sécurité des personnes et des biens. Et à ce titre, je prendrai toutes les dispositions. Au cas où certains se mettraient en marge des conseils que j'ai donnés, je prendrai toutes les dispositions pour que la sécurité soit assurée. Message bien accueilli comme en témoignent ses réactions. Luko Olga, la présidente des femmes de Dieu-Cro. Ce qu'il a dit est tellement vrai. Ce n'est pas qu'il y a la guerre comme avant. Moi, c'est le président de l'Union des jeunes de la sous-préfecture de Kossou. Nous, en tant que leader, notre position, c'est de sensibiliser dans nos différentes localités et on va faire fort. Certains chefs traditionnels approchés ont souhaité ne pas réagir, préférant se remettre à leur collectif. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix. Et ce n'est pas tout. La jeunesse du Sakassou a également pris la parole pour appeler à une élection sans violence. Lors de la clôture des activités de vacances, le 5e vice-président du conseil régional a exhorté les populations à mettre de côté leurs divergences et à s'unir pour un scrutin pacifique le 25 octobre. Un message relayé par notre correspondant Joseph Assalé dans Le Béquet. En 2020, l'élection présidentielle a été marquée à Sakassou par un conflit intercommunautaire sans précédent. Aujourd'hui, cette sombre parenthèse doit être fermée avec la présidentielle du 25 octobre 2025 pour laquelle le 5e vice-président du conseil régional de Béquet appelle à un comportement citoyen et responsable. Yves Toto. Sakassou ne doit être le théâtre de violence. Nous avons le devoir, en tant que fils et filles de ce terroir, de protéger la paix. En cette année électorale, la paix sera notre victoire. Il invite aussi à tourner le dos aux esprits de division. Restons unis et vigilants face aux discours de haine et à toute forme de manipulation. Les élections ne doivent plus jamais être une cause de division, d'affrontement, de violence ou de drame. Elles doivent être, au contraire, une fête de la démocratie, une victoire pour la paix et la cohésion sociale. L'engagement de la jeunesse de Sakassou par la voix de son président est sans appel. Dibi Yao, lui. Nous disons non à la violence, non à la brutalité. On veut une élection apaisée. Une position qui rassure le préfet du département, Bonaventure Thiébé. Je suis certain parce que cet engagement sera tenu. Parce que la jeunesse de Sakassou est une jeunesse responsable. Les élections se dérouleront de la meilleure façon qui soit à Sakassou, dans la paix. Il ajoute pour dire que sans la paix, aucun projet de développement ne peut être initié. Joseph Assalé, Sakassou, Radio de la Paix. Parlons du rejet de la candidature de Laurent Gbagbo, une décision qui suscite de vives réactions. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a fermement rejeté la décision du Conseil constitutionnel déclarant irrecevable la candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle. Lors d'une conférence de presse tenue hier mardi au siège du parti, Maître Abiba Touré, avocate de Laurent Gbagbo, a dénoncé les irrégularités dans le traitement du dossier et le rejet de leur requête. Écoutons son intervention. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a adressé une demande claire à l'État de Côte d'Ivoire, à savoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le président Laurent Gbagbo puisse exercer ses droits politiques. Le Conseil constitutionnel n'a pas respecté cette décision. Il s'est déclaré incompétent en parlant d'un simple contentieux de la liste électorale. Le Conseil constitutionnel, en refusant d'exécuter cette décision du Comité des droits de l'homme, a tout simplement failli à son devoir de garantir l'état de droit. Nous avons également constaté une fausse interprétation des conditions d'éligibilité. Ajouter une condition qui n'existe pas dans la Constitution, comme celle d'être inscrit sur la liste électorale, revient purement et simplement à violer la Constitution. Le Conseil constitutionnel affirme que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas obtenu assez de parrainages. Le président Laurent Gbagbo a collecté des parrainages dans 27 régions. C'est 10 régions et districts de plus que ce que la loi lui demande. Aussi de noter que le président exécutif du parti, Sébastien Danon-Djedje, a affirmé que Laurent Gbagbo demeure le seul recours du parti face à cette décision. Dans un autre registre, le Conseil constitutionnel a également publié la liste définitive des candidats retenus pour les élections à venir. Le Conseil constitutionnel a rendu justement public cette liste sur 60 dossiers déposés. Seulement 5 ont été jugés conformes à cette annonce, a suscité de nombreuses réactions dans les rues d'Abidjan.
La liste électorale rendue publique par le Conseil constitutionnel elle reflète encore à la fois la rigueur des critères fixés par la loi et les enjeux politiques actuels. L'essentiel est que tous les acteurs acceptent cette décision et que la campagne se déroule dans un climat de sérénité et de paix afin que le peuple ivoirien puisse s'exprimer librement le 25 octobre prochain. Pour les acteurs politiques, tous les leaders politiques, de prendre cette décision comme elle est afin qu'on puisse passer à autre chose. La Côte d'Ivoire a beaucoup subi de crises. On ne veut plus de crises ici en Côte d'Ivoire. L'annonce du Conseil constitutionnel est le résultat d'un travail bien harmonisé. Ces personnes au-delà de tout sont des magistrats et parmi elles nous avons des magistrats hors hiérarchie. Et le Conseil constitutionnel est un organe indépendant. Les gens peuvent penser que ce sont des personnes manipulées. Mais pour moi, ce sont des personnes qui savent ce qu'elles font. Des personnes formées pour la situation, qui ont la conscience du bien-être de la Côte d'Ivoire. Donc il va falloir que les candidats y adhèrent pour le bien-être de notre pays, de notre bien commun qui est la Côte d'Ivoire. Concernant la liste publiée, je pense bien que le Conseil constitutionnel fait son travail. Tout a été bien dit, bien détaillé par la présidente du Conseil constitutionnel. Je pense que les 5 candidats retenus ont été éligibles. Donc ils ont rempli les différentes conditions. Donc je souhaite bonne chance à tous les 5 candidats qui sont en compétition pour l'élection présidentielle. Nous le disions en titre, Save the Children, en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale, a récemment tenu un atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux et nationaux sur la localisation et la mobilisation de ressources. Cet atelier s'est déroulé à Abidjan. Il vise à renforcer les compétences des organisations, de la société civile et des partenaires étatiques dans la recherche de financement et le développement des projets. Jean-Claude Mabéa nous propose un compte-rendu à l'ouverture des travaux. Dans son mot d'ouverture, le directeur pays de Save the Children Côte d'Ivoire a défini le concept de localisation. Akebou Sawadogo. La localisation, pour nous, c'est le fait de valoriser et d'utiliser l'expertise locale, y compris les connaissances communautaires. Alors, ça commence d'abord par notre implication et l'utilisation des politiques nationales. En dehors de ça, il y a le recrutement d'experts locaux pour nos programmes, l'utilisation des connaissances communautaires. Et dans l'accord cadre que nous avons avec le gouvernement nous exige d'avoir au moins la moitié des cadres qui sont des locaux, mais nous sommes à 96%, donc largement au-delà des exigences du gouvernement. Et concernant la mobilisation des ressources financières, il dit attendre beaucoup de participants. Nous avons vu cette année comment les coupures de financement américains ont impacté toutes nos organisations, sans aucune exception à mon avis. Donc je pense que ce sont des moments difficiles, mais ce sont des moments aussi qui nous poussent à la réflexion et qui nous poussent à sortir des sentiers battus pour réfléchir, innover et trouver de nouvelles formes de financer nos actions parce que nous faisons des choses très importantes pour les communautés. Ce projet est soutenu par la COICA, l'Agence de coopération internationale de la Corée, et sa chef de projet en Côte d'Ivoire, Sogui Park, a émis un vœu. Nous espérons que ce séminaire sera une occasion d'établir de belles collaborations, de créer des partenariats fructueux. Une trentaine d'organisations de la société civile et structures étatiques participent à cet atelier de 2 jours. Un autre sujet, les agents des collectivités territoriales de Daoukro représentés par la coalition Plus sont en grève du 9 au 15 septembre. Ils dénoncent le non-respect des engagements sociaux de l'État, une situation qui affecte directement les usagers, notamment les parents d'élèves qui tentent d'obtenir des extraits d'actes de naissance pour inscrire leurs enfants à l'école. Notre correspondant François Kra nous en dit plus sur les conséquences de cet arrêt de travail. Les usagers de la mairie de Daoukro et du conseil régional de l'EFO ont constaté que les portes de ces 2 institutions décentralisées sont closes ce matin du mardi 9 septembre en raison de l'absence des agents qui suivent un mot d'ordre de grève. Rabelais Kouakou, l'un des grévistes, explique leurs revendications. Les mesures sociales prononcées par le président Alassane Ouattara pour rehausser le niveau de vie des fonctionnaires et agents de l'État, le statut de la fonction publique des collectivités, les primes de retraite versées intégralement comme par le passé, les primes de transport révalorisées. Voilà les 4 points fondamentaux qui aujourd'hui gouvernent la fermeture de tout ce qui est collectivité territoriale en Côte d'Ivoire. Séraphin Kounan, agent syndical en fonction à la mairie de Daoukro, souligne que plusieurs démarches avaient déjà été entreprises sans succès. Depuis un bon temps, on ne comprend rien. Nous, agents de collectivité, nous faisons rentrer l'argent. Certains corps ne font pas rentrer l'argent, mais qui en ont déjà bénéficié. Et je pense que l'injustice doit être réparée. Nous ne grèvons pas contre quelqu'un, mais comme le président Azaragnon l'a dit, le premier parti politique
politique d'un agent, c'est son salaire. Mais au cas où nous n'avons pas eu de suite favorable, nous serons obligés d'aller jusqu'au bout de nos revendications. L'impact de cette grève est palpable. Asiaga Béatrice, je suis venue recueillir un extrait. Qui appartient à qui? À mon petit frère. Je dois envoyer l'extrait à Guiglo. Ils sont prêts à me mettre la pression parce qu'il y a quelqu'un qui doit quitter ici pour partir demain. Donc je dois lui donner. Je passe, on me dit que c'est fermé. Je suis découragée. Notons que cette grève est suivie dans les autres communes de l'Ifou. François Kra, Daokro, Radio de la Paix. Dans ce bloc, nous nous tournons vers un enjeu de la santé publique. Hier mardi, au plateau s'est ouvert un atelier de concertation sur la fortification alimentaire en Côte d'Ivoire qui prend fin demain jeudi. Avec l'appui financier du GIZ, une soixantaine de représentants du secteur public, privé, de la société civile et de la recherche sont réunis pour élaborer une feuille de route stratégique visant à améliorer la nutrition des Ivoiriens. Dr Patricia Yoboué-Ngoran, coordinatrice du Comité national de coordination multisectorielle de nutrition. Les carences en micronutriments posent un véritable problème de santé publique, notamment la carence en fer qui se traduit par l'anémie. Tous ces résultats font de l'alimentation et de la nutrition une préoccupation et des enjeux majeurs pour notre pays. C'est à juste titre que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans cette lutte. Et sous la haute égide du président de la République, l'alimentation et la nutrition ont été érigées en priorité nationale et placées au cœur de la lutte contre l'extrême pauvreté et la promotion de la prospérité partagée. Les projets de normes aussi, c'est important de le dire, UEMOA portant sur les huiles et la farine enrichie sont adoptés par l'ensemble des pays. Aussi, la commission de l'UEMOA et l'Organisation ouest-africaine de la santé ont-ils proposé un standard également pour l'iodation du sel. Pour dire que nous ne sommes pas seuls dans ce combat, alors dire que la Côte d'Ivoire s'est engagée déjà depuis 1994 dans la stratégie d'iodation universelle du sel par la prise de décret qui rend obligatoire l'iodation de tout sel destiné à la consommation humaine et animale sur tout l'étendue du territoire national. Je peux vous dire qu'à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire sera l'un des premiers pays à avoir éliminé la carence en iode dans le continent en Afrique de l'Ouest et du Centre. La coordinatrice du Comité national de coordination multisectorielle de nutrition, Patricia Yoboué-Ngoran. Hors de nos frontières, une nouvelle attaque violente a frappé la région du Nord Kivu dans l'est de la RDC dans la nuit de lundi à mardi. Au moins 72 personnes ont été tuées lors de cette offensive attribuée aux rebelles ADF-MTM. Selon la société civile, 14 maisons ont été incendiées. Les assaillants armés et nombreux ont encerclé des quartiers, brisant des portes et fenêtres. Les victimes comprennent femmes, hommes et enfants, certains massacrés de façon atroce. Face à ces violences, la colère et la désolation dominent parmi les habitants. La société civile locale réunie hier mardi exige des réponses et que les autorités traquent réellement le groupe ADF. Un avertissement avait été lancé une semaine avant l'attaque, mais n'a pas été pris en compte. Voilà. Le mercredi 10 septembre, aujourd'hui, la France connaît une journée de mobilisation nationale sous le mouvement Bloquons tout, avec près de 200 arrestations signalées et environ 7500 manifestants recensés à travers le pays. Des actions variées allant au blocage d'infrastructures de transport à des manifestations devant les lycées se déroulent malgré l'intervention préventive des forces de l'ordre qui mobilisent 80 000 gendarmes et policiers. Les tensions sont palpables, notamment à la gare du Nord, comme le soulignent plusieurs médias français, où une tentative d'intrusion a été déjouée et dans plusieurs établissements scolaires parisiens où des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de sécurité. Et puis sport football, hier mardi, la Côte d'Ivoire a affronté le Gabon au stade de Franceville dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match s'est soldé par un match nul 0-0, un résultat qui permet aux éléphants de conserver leur première place dans le groupe F. L'entraîneur des éléphants, Emers Fayet, au terme de la rencontre. Je pense que le scénario parfait, ça aurait été de gagner. Après, on est tombé contre une très très belle équipe. Franchement, très très belle équipe du Gabon qui nous a posé pas mal de difficultés, qui nous ont posé des problèmes, qui se sont créés des opportunités. On savait qu'on allait tomber contre une bonne équipe. Ils nous ont fait réfléchir, ils nous ont fait transpirer. Quand c'est comme ça, c'est bien de ne pas perdre.
des matchs comme ça, il faut savoir ne pas les perdre. Quand on ne peut pas les gagner, il faut au moins rentrer avec le point du nul, ce qu'on a fait. On aurait aimé leur faire un petit coup en marquant sur l'une de nos opportunités sur compte qu'on a eues, mais malheureusement, on sort avec un match nul. Le point précieux arraché à l'extérieur consolide la position de leader de la Côte d'Ivoire avec 20 points. Maintenant, 1 point d'avance sur le Gabon, 19 points. Si la Côte d'Ivoire remporte ses 2 derniers matchs de qualification, elle validera son pied pour le mondial. Quant au Gabon, il devra se battre jusqu'au bout pour espérer se qualifier, soit en terminant premier, soit en faisant partie des meilleurs deuxièmes pour les barrages. Aujourd'hui, dans notre journal, comme invité de la rédaction, nous recevons le docteur Kevin Dizo, professeur en droit privé à l'Université de Nantes en France. Il analyse la décision du Conseil constitutionnel du 8 septembre qui a validé 5 candidats sur 60 déclarés pour la présidentielle d'octobre 2025. Francis Cassi l'interroge pour mieux comprendre les enjeux de ce choix. Docteur Kevin Dizo, bonjour. Bonjour, monsieur Cassi. Étant loin de la Côte d'Ivoire, votre pays d'origine, je suppose, est-ce que vous avez appris que le Conseil constitutionnel a rendu public la liste des candidats qui doivent compétir à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain? Oui, évidemment, étant ivoirien, nous suivons l'actualité dans le pays, notamment l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, et nous avons suivi avec intérêt, avec la loupe juridique, la décision du Conseil constitutionnel qui est intervenue hier. Alors, sur 60 prétendants, ceux qui sont allés déposer leur candidature, sur les 60, c'est 5 qui ont été retenus. Votre commentaire? La loi électorale ivoirienne permet de faire acte de candidature, mais il revient au juge électoral de l'élection présidentielle, qui est le Conseil constitutionnel, de déterminer les candidatures qui peuvent concourir effectivement pour la date du 25 octobre 2025. Et le Conseil constitutionnel a fait son travail. Alors, vous dites que le Conseil constitutionnel a fait son travail et, entre autres arguments, pour le rejet des 55 autres candidatures, il revient à un argument, l'insuffisance du parrainage. Au fait, le code électoral ivoirien qui régit l'élection présidentielle permet un parrainage, c'est-à-dire les candidats doivent se faire parrainer par des personnes figurant sur la liste électorale et on leur demande 1% du collège électoral par district ou département qui sont visés par les parrainages. Donc c'est une exigence légale. C'est pour donner une certaine reconnaissance nationale à la candidature. Mais l'un des prétendants à la candidature a dit que ce parrainage-là a été biaisé parce que des personnes célèbres n'ont pas pu recueillir ce parrainage selon le Conseil constitutionnel. Comment expliquez-vous cela? Vous me donnez l'occasion de revenir sur une décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel dans le mois d'août relativement au parrainage. Et dans cette décision-là, le Conseil constitutionnel a mis en place un comité d'appui en son sein qui est chargé de vérifier les parrainages. Donc cela voudrait dire que ce n'est pas parce que moi, en tant que candidat, je pense avoir réuni les parrainages, mais il faut que ces parrainages soient valables. Il faut que ces parrainages répondent aux critères fixés par le code électoral, fixés par la Constitution. Mais des gens se disent étonnés que le président Laurent Gbagbo, qui est populaire, selon eux, ne puisse pas réunir ce parrainage. Et il y a même un autre candidat aussi qui a dit que, lui, à son avis, il a cru réunir ce parrainage, mais au final, on vient lui dire que ce n'est pas ça. Ok, dans la décision du Conseil constitutionnel du 25 août 2025, le Conseil constitutionnel dit si un électeur accorde un parrainage, il ne peut plus accorder un parrainage à un autre candidat. Et quand c'est dans ce cas-là, la première personne qui a reçu le parrainage conserve ce parrainage et les autres candidats vont voir le parrainage annulé. Et donc c'est ce qui a permis d'annuler certains parrainages parce qu'il y avait des doublons. Mais ces personnes disent avoir pris toutes les précautions, regarder vraiment que les personnes qui les parrainent n'ont pas encore parrainé d'autres personnes. En me basant sur la décision du 25 août 2025 du Conseil constitutionnel, c'est que dans cette décision, le Conseil constitutionnel dit en substance que si la personne, par le jeu de la vérification des parrainages, n'est plus dans le quota, le Conseil constitutionnel va lui demander et lui accorder 48 heures afin de pouvoir régulariser cela. Maintenant, la question se pose, est-ce que, en l'espèce, le Conseil constitutionnel a donné ces 48 heures aux personnes dont les parrainages ont été annulés? La question reste posée. Selon ce que j'ai entendu de certains candidats, cela n'a pas été fait. Pourquoi? Il reviendra au Conseil constitutionnel dans sa décision rédigée,
qui n'est pas encore publique, de pouvoir justifier pourquoi elle n'a pas accordé ce délai de 48 heures aux candidats pour régulariser leur parrainage. Alors, c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a dit ça, c'est ça, hein, cet argument? Oui, dans la décision du 25 août 2025 qui est publique et qui est publiée sur le site du Conseil constitutionnel. Mais selon ce que nous entendons, il y a des candidats qui se plaignent disant n'avoir pas été notifiés. C'est pour ça que je dis, attendons d'avoir accès à la décision publique. Là, c'est l'arrêt oral qui est un résumé, on va dire, succinct de la décision. Nous attendons d'avoir la décision écrite qui sera publiée, comme le Conseil constitutionnel a l'habitude de le faire, sur son site internet. Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments juridiques sur lesquels le Conseil constitutionnel se fonde pour ne pas accorder ces 48 heures, ou si par exemple elle se dit que 48 heures matériellement serait impossible au vu du déficit de parrainage qu'il y a. Ça aussi, le Conseil constitutionnel a la plénitude des juridictions. Donc il peut décider que les 48 heures seront insuffisants pour pouvoir régulariser et donc invalider le parrainage. Alors, pour vous, quelle va être la suite avec 55 personnes recalées, 5 retenues? La décision du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours. Alors, le Conseil constitutionnel, souvent on entend dire, il est comme Dieu, quand il parle, même s'il se trompe, il n'y a pas de recours, c'est ça? Exactement. Les décisions du Conseil constitutionnel en droit sont insusceptibles de recours. C'est un commentaire des juristes ou bien c'est une règle même qui est établie en droit? C'est une règle dans la Constitution ivoirienne. Et c'est pour cela que le Conseil constitutionnel, c'est Dieu. Quand il parle, personne d'autre ne peut parler. C'est lui qui a le dernier mot. Le docteur Kevin Dizo, je vous remercie. Merci bien, M. Kati, et à très bientôt. Invité de la rédaction, Dr Kevin Dizo, professeur en droit privé à l'Université de Nantes en France, répondait à Francis Cassi. Fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. Élection présidentielle de 2025, le PPACI conteste le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo. Des irrégularités dénoncées hier mardi par son avocate lors d'une conférence de presse à Abidjan. Renforcement des capacités, Save Children et Koika unissent leurs efforts pour soutenir les acteurs locaux. Un atelier de formation axé sur la localisation et la mobilisation des ressources est tenu récemment à Abidjan. C'est ici que se referme le journal. La rédaction sera de retour à 15h pour le flash. Merci de nous avoir suivis.